Bonjour et bienvenue sur Dragovich TV. Cette fois, on va pas parler de grosses calages soviétiques rouillées ou de pièges Vietcong très inspirés, mais de jeux vidéo. Et d'un point de vue très personnel, et j'espère constructif, qu'est-ce que m'a apporté le jeu vidéo? Mais dans quel but faire un tel vidéogramme sur un tel sujet? Eh bien car durant toute ma vie, j'ai rencontré, côtoyé énormément de personnes qui, au-delà de ne pas aimer les jeux vidéo, ce que je comprends, chacun son truc, crachaient et montraient du doigt ce média, le comparant des fois à une drogue pouvant corrompre le consommateur par une utilisation excessive, surtout le rendre violent, ça j'ai beaucoup entendu, le rendre totalement inerte face au monde réel et le transformant peu à peu en zombie qui ne fait rien de ses journées, à part fracasser des policiers sur Grand Theft Auto 5. Et d'un côté, je peux un petit peu comprendre cette opinion. J'imagine bien la maman qui entend parler la première fois de sa vie de GTA V, un jeu où tu peux pourfendre les forces de l'ordre à coups de mitrailleuses lourdes ou substituer des voitures en mettant un coup de poing dans les testicules de son propriétaire. Mais non, le jeu vidéo ne rend pas violent et ne transforme pas les passionnés en échec social. En fait, le jeu vidéo apporte les mêmes défauts que la plupart des autres activités de consommation. Exemple, si une maman toute gentille empêche son fils de regarder le match de foot de son équipe favorite pour éviter qu'il se couche à 23h30 un dimanche, ce que je comprends du côté de la mère, eh bien le gosse peut se mettre à taper sa crise et à avoir le même type de réaction que si au lieu d'un match du FC Barcelone, il y avait le jeu Fortnite. Également, si je fais cette vidéo, c'est aussi car j'aime parler de ce sujet, et ça permettra peut-être à certains de comprendre la portée possible de ce média dans plusieurs domaines. Média qui aujourd'hui est très répandu, avec une industrie énorme qui dépasse de loin les autres divertissements en termes de rentabilité, et donc impact sur le marché mondial. Ça sera donc une vidéo assez personnelle, où mon ressenti et seulement le mien est présenté, mais je vous invite à me faire part de vos expériences dans les commentaires, bien sûr. Pour ce qui est du contexte, j'ai découvert les jeux vidéo vers 2013, alors que j'étais encore en primaire, sur YouTube. Habitué de cette plateforme, car elle proposait des rediffusions de certains dessins animés, comme Corneille et Bernie, Les Zinzins de l'espace, etc., je suis un jour tombé sur, et je sais même plus pourquoi j'ai cliqué dessus, L'île au trésor, épisode 1, un let's play Minecraft élaboré par le créateur de contenu Sifano. Grosse révélation, ce jeu me parle, on peut y faire littéralement ce qu'on veut, et j'enchaîne ensuite pendant quelques mois sur du Minecraft uniquement, abandonnant totalement mes dessins animés Gulli pour des créateurs vidéo tels que Frigel, Zelvac, The Fantasio 974 et Bob Lennon, ou encore MrBboy45. Continuant sur cette lancée, et bouffant du Minecraft à longueur de journée, que ce soit sur YouTube ou en y jouant, plus tard, et toujours par le biais de YouTube, je découvrirai GTA V, Team Fortress 2 ou encore Clash Royale, cette fois par le biais de la cour de récré, car à sa sortie en 2016, ce jeu était une putain de tuerie, même sur mon vieux Wico de l'époque. Bien sûr, ça fait plus de 10 ans que je suis passionné par ce média, j'ai donc pu toucher à d'autres œuvres vidéoludiques qui m'ont plus ou moins marqué. Cependant, pour rendre plus facile l'illustration et la compréhension de mon discours, je vais m'appuyer sur ces 4 œuvres principalement, à savoir GTA V, Team Fortress 2, Minecraft, et oui, Clash Royale, en dérivant un peu sur une autre œuvre pour accentuer certains de mes propos. On commence tout de suite avec la première chose que m'a apporté le jeu vidéo, et c'est quelque chose que vous avez déjà dû sûrement expérimenter durant votre existence, l'amitié vidéoludique. Et oui, d'où l'importance de Clash Royale. Ce jeu mobile, même si je sais que certains ne le classeraient pas au même titre que d'autres œuvres que l'on peut trouver sur console ou ordinateur, n'en reste pas moins extrêmement efficace dans son médium et dans sa formule. C'est d'ailleurs pour moi un des seuls jeux sur téléphone à être véritablement très bien adapté à la plateforme, mais aussi divertissant dans son contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont oublié, Clash Royale, développé par le studio finlandais Supercell, qui ont également fait Clash of Clans, Boom Beach et Brawl Stars, est un jeu où 2 joueurs vont s'affronter dans une arène à l'aide de différentes troupes, sous la forme de cartes à collectionner numériques, avec pour but de détruire les 3 tours du joueur d'en face. Sur 114 cartes jouables à la date où j'écris ces lignes, 8 seulement sont sélectionnables et améliorables pour former le deck du joueur, c'est-à-dire les cartes avec lesquelles il va affronter le type d'en face. Le deck étant modulable avec les diverses caractéristiques des cartes à débloquer, chaque personne est libre de créer sa propre manière de jouer, sa propre tactique, et se revendiquer comme disposant du meilleur deck capable de battre n'importe qui. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications, je vous conseille de l'essayer, ce jeu est gratuit sur iOS ou Android, et je vous encourage à y jeter un œil. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jeu a fait fureur dans la cour de récré. Je me rappelle qu'on s'affrontait entre nous pour savoir littéralement qui était le plus fort, qu'on s'alliait aussi dans les 2v2 où 2 joueurs affrontent 2 autres joueurs inconnus, ou alors que tout le monde était rassemblé autour du même portable d'un seul type, car il y avait un méga coffre magique, ce qui était super rare, surtout que ce coffre permettant de débloquer le plus souvent des cartes légendaires, ce qui est encore plus rare.
Et ce jeu m'a apporté des tas de bons moments entre amis, et je me suis fait même des potes en jouant avec eux, en débattant sur la meilleure carte légendaire, ou encore en donnant toute ma vie dans une guerre de clans que l'on voulait tous gagner, se battant ensemble contre un autre clan composé d'autres joueurs. C'est donc avec ce jeu, mais aussi avec Minecraft ou Team Fortress 2 que j'ai connu le plus de sentiments d'amitié vidéoludique, Clash Royale étant très facilement accessible, car il fallait seulement disposer d'un téléphone portable et d'une connexion internet. Les enfants les plus chanceux qui avaient 100 Go d'internet, n'hésitant pas à faire un partage de connexion sur 5 téléphones simultanément, juste pour s'affronter ou affronter d'autres personnes en duel sur Clash Royale. Qu'est-ce qu'on s'est marré quand ce pote avait enfin eu un coffre légendaire, ou s'attendant à débloquer une carte de ouf comme le sorcier de glace ou le dragon de l'enfer, il a en fait débloqué le Molosse de lave. Un jeu si innocent pour nous, ados prépubères que l'on était. Maintenant parlons de GTA V. Que m'a apporté GTA V? Parce que ce jeu bordel de merde, j'y ai joué énormément, sur PS4 ou encore aujourd'hui sur ordinateur. Et depuis sa sortie en 2013, j'ai dû regarder je ne sais pas combien d'heures sur ce jeu, grâce à la plateforme YouTube. J'ai fait le mode histoire 3 fois, passé énormément de temps sur le mode online, à faire des livraisons, des braquages, des courses de voitures, juste pour me payer une moto qui vole, et passé également beaucoup de temps devant mes créateurs de contenu préférés de l'époque, Gus Productions, Super Connard, alias Cyril pour les intimes, ou encore Ganguinou. Bon après j'ai pas atteint et je ne compte pas aller jusqu'au niveau de certains, même si j'adore Los Santos, j'ai une vie quand même. Mais justement, depuis l'obtention de mon baccalauréat il y a quelques années et l'arrivée dans les études supérieures, pour ensuite me trouver un boulot qui demande aussi de partir souvent loin de sa zone de confort, il est des fois difficile de se sentir chez soi, un endroit que l'on connaît et dont on maîtrise l'environnement et les règles. Grand Theft Auto 5 m'a apporté le sentiment de me sentir chez moi, tant que j'ai mon ordinateur à portée de main. Ça a peut-être l'air bizarre pour certains, mais lorsque j'ai un coup de mou et besoin de me ressourcer dans un endroit que je connais, eh bien je prends ma Kuruma blindée pour faire une petite balade dans les rues de Los Santos, chope une motocross, m'aventurer dans les zones désertiques de Sandy Shore, ou encore essaye d'atteindre le sommet du mont Chiliad en ambulance, tout en étant poursuivi par les flics, car pourquoi pas. Aussi enfantin que ça puisse être, je me sens chez moi sur cette map. Je reconnais l'environnement et l'ambiance sonore du jeu, et même si je suis très loin de connaître par cœur chaque recoin de la carte, j'ai quand même dans ma petite tête une topographie globale de celle-ci car habitué par ses chemins, ses routes et ses autoroutes, comme si vous reveniez dans votre village ou quartier d'origine. En vérité, GTA V n'a pas une map immense, même si la taille est très correcte encore selon les standards d'aujourd'hui. C'est surtout qu'elle fourmille de détails, et au fil des années s'est forgé une véritable identité, par ses immeubles ou ses bâtiments reculés. Un environnement que, à force de fréquenter, j'ai réussi à m'imprégner et à littéralement avoir de très rares petits souvenirs de mon adolescence passée là-dessus. GTA V, mais aussi Team Fortress 2, qui dispose de cartes que je connais par cœur, vu qu'elles sont largement plus petites, comme CP Gorge ou CTF de Fort, m'ont permis d'accéder, peu importe où j'étais, à un semblant de chez moi, un endroit que je connais et où j'aime passer du temps. Autre chose que m'a apporté le jeu vidéo, c'est un attrait pour le domaine artistique. Car il faut le dire, même si le jeu vidéo est assez jeune comparé à d'autres formes d'art, comme la peinture ou encore la musique, je rappelle le premier jeu vidéo c'était en 1958 avec Tennis for Two, il est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'ultime forme d'œuvre artistique, car capable de regrouper une grosse quantité d'éléments propres à la matérialisation de l'imaginaire, tout en garantissant une interaction avec celui-ci. Évidemment ce sentiment se fait plus ressentir avec des œuvres comme The Last of Us ou Heavy Rain, putain d'accent anglais, plutôt qu'avec une bonne vieille partie sur FIFA, enfin c'est FC maintenant, bref. Tout simplement car, même si je considère FC comme de l'art, puisqu'il s'agit quand même de représenter numériquement des situations sportives, des lieux ou des interactions, on retrouve beaucoup plus ce sentiment de contemplation face à une œuvre qui, elle, invente son propre univers et personnage, ou s'inspire d'une œuvre déjà existante pour réussir à la convertir en quelque chose de visuel et interactif. Et c'est par ce genre d'œuvre que le jeu vidéo m'a apporté une certaine sensibilité artistique. Alors difficile de savoir à quoi sert la sensibilité artistique, c'est pas grâce à ça que je vais réussir à construire une maison, mais c'est grâce à cette sensibilité que je suis aujourd'hui capable de faire preuve de facilité pour matérialiser mon imagination. Et cela, je le dois principalement à Minecraft, qui lorsque j'étais gosse, m'a permis d'accéder à des outils simples, mais pourtant ultra optimaux pour matérialiser mon imagination, et ainsi saisir tout l'intérêt de créer quoi que ce soit. Parce qu'au-delà du fait que Minecraft, à travers son univers, ses musiques et sa personnalité graphique reconnaissable entre mille, c'est surtout des créations, des constructions des villes, des cités, des empires bâtis par un ou plusieurs joueurs, ce qui encourage forcément à essayer également à la création en général et découvrir les bienfaits que cette activité peut apporter dans une vie. Par ailleurs, la communauté de Team Fortress 2 m'a aussi apporté ce sentiment, avec déjà une communauté très active, créée en map et objets,
mais surtout par les petits films disponibles pour la plupart sur YouTube, et effectués à l'aide du logiciel Source Filmmaker, qui permet aux joueurs de créer leur propre animation sur leur jeu Valve de leur choix. Mais il y a aussi des œuvres qui nous permettent de vivre une expérience, non pas hors du commun, mais qui permettent d'enfin pouvoir réellement se mettre à la place d'un personnage dans un univers ne pouvant prendre place dans la réalité. En effet, le format interactif qu'apporte le jeu vidéo n'apporte pas seulement une vision d'un monde créé de toutes pièces, mais également d'une aventure interactive en son sein, où chaque joueur a une aventure différente, puisque celui-ci peut réagir lui-même aux obstacles et péripéties qui se mettent en travers de sa route. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'une aventure vidéoludique propose, dans certains cas, un voyage qui nous marque plus que si on avait vécu ce voyage au travers d'un livre, puisque le jeu vidéo, en plus de proposer un paysage visible de la vision de ses créateurs, donne au joueur la capacité d'agir lui-même dans ce paysage, et ainsi ressentir pleinement l'aventure. À présent, illustrons par un exemple. Depuis quelques années, l'univers de H.P. Lovecraft m'intrigue particulièrement. J'ai par conséquent lu pas mal de nouvelles, que ce soit en livre physique ou audio. La nouvelle la plus intéressante étant d'ailleurs pour moi La couleur tombée du ciel, publiée en 1927. Cependant, je rêvais d'avoir enfin une vision fidèle dans ces fondations de l'univers cosmique horrifique avancé par Lovecraft. Et les quelques films que j'ai pu voir ne m'ont pas satisfait sur ce point-là. Jusqu'au jour où, encouragé par une des vidéos de Alt236, j'insère enfin le disque du jeu Bloodborne dans ma PlayStation 4, pour enfin vivre une aventure Lovecraftienne. La vraie aventure Lovecraftienne, un périple se déroulant au cœur d'une nuit sans fin, à travers les ruelles d'une mégalopole victorienne et néogothique, soulignée par une ambiance sombre et bestiale, où la folie consumant les habitants de cette gigantesque et tortueuse ville de Yharnam est présente littéralement à chaque coin de rue. Le tout baigné par un ésotérisme cosmique à base d'entités insondables, qui même si elles peuvent être tuées, restent partiellement incomprises dans leur biologie et pouvoir. Bloodborne, à travers les traits de son design, de ses combats sulfureux et brutaux, mais dégageant un sentiment de valse martiale et de sa mythologie cosmique, chère aux œuvres de Lovecraft, m'a apporté ce que je souhaitais connaître depuis mes premières lectures de ses nouvelles, une visite interactive au sein d'un tel univers fictif. Bon, évidemment, Lovecraft, c'est pas des combats ensanglantés et une architecture néogothique constante, mais c'est grâce à cette ambiance que j'ai le plus ressenti l'impression d'être dans une aventure Lovecraftienne. En conclusion, le jeu vidéo, ça fait plus de 10 ans que je suis en plein dedans, et je ne regrette absolument pas. Cette passion est pour moi une source d'activité d'abord ludique, mais aussi réconfortante, et surtout enrichissante pour certaines œuvres. Et malgré les inconvénients ou défauts du jeu vidéo, propre à sa consommation ou bien à son industrie, je ne peux m'empêcher d'attendre impatiemment GTA 6 comme le nouveau Jésus-Christ, tout en me disant que avoir totalement lâché ce média dans 10 ans est quand même peu probable pour moi. Si vous aussi, du contenu vidéoludique vous a apporté à vous ou à une de vos connaissances, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, et à la putain de prochaine.